Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où, comme le titre l'indique, nous allons parler du virus, du Covid-19 particulièrement, mais aussi de façon générale et d'essayer de vous transmettre ce que l'on ne vous dit pas. Alors avant de commencer, je tiens à faire une brève présentation pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Thomas Defranou, je suis naturopathe hygiéniste depuis plus de 7 ans aujourd'hui et je suis membre fondateur de l'association Oracine, qui est une association en économie sociale et solidaire qui tend à promouvoir et partager les principes et les éthiques de la permaculture, de l'hygiénisme et de la naturopathie. Voilà. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette période, nous sommes dans un climat de peur générale gigantesque. Et cela se comprend tout à fait au vu du fait que nous avons été informés d'un virus inconnu qui se propage dans notre pays et dans le monde entier. Alors le confinement du jour au lendemain dans lequel nous avons basculé rajoute encore une énorme couche de crainte, de peur face à la dangerosité du virus. Et il est donc tout à fait compréhensible d'avoir peur, surtout qu'à l'évidence, la plus grande peur de l'être humain est bel et bien celle de l'inconnu. Et nous sommes vraisemblablement en plein dedans. Nous avons peur aujourd'hui et nous sommes perdus face à la situation car on ne comprend pas et nous n'avons pas les connaissances. Car il est évident que si nous comprenons bien quelque chose, nous pouvons donc mieux l'appréhender et par conséquent agir sans avoir peur. C'est pourquoi dans cette vidéo, je tiens à partager mes modestes connaissances que j'ai acquises ainsi que ma vision des choses. Alors dans un premier temps, il me paraît logique de commencer par définir ce qu'est un virus. Bon. Comme le titre de la vidéo l'indique, j'observe beaucoup de choses qui ne sont pas stipulées et mises en avant dans cette situation, qui sont pourtant essentielles et qui font que personne n'y comprend rien. C'est pourquoi je vous lance un appel à partager un maximum cette vidéo, à mettre un pouce bleu, un commentaire pour la rendre visible au maximum, car je vais partager des informations cruciales à ce sujet. Et si nous ne voulons obtenir de l'information qui circule aussi bien que dans les médias mainstream, nous devons relayer un maximum plusieurs fois sur plusieurs plateformes et au plus d'amis, de proches possibles, etc., etc. Donc je vous remercie vraiment d'avance de partager, de liker cette vidéo. Alors pour en venir à ce qu'est un virus. Alors un virus, finalement, c'est une structure qui contient en son centre un seul type d'acide nucléique, c'est-à-dire un fragment d'ADN ou d'ARN, si vous voulez, qui constitue le génome viral, entouré d'une coque protéique que l'on nomme la capside. Alors en fait, cette capside peut avoir différentes formes. Elle peut être sous forme, par exemple, de bâtonnet, comme le virus polyèdre, ou icosaèdre, avec 20 triangles, comme les adénovirus, ou encore une forme de couronne, comme le Covid-19, qui est un coronavirus. Voilà. Alors le virus, ce n'est pas un organisme vivant à proprement dit, car il peut se reproduire uniquement au sein des cellules vivantes, ne possédant aucun système d'énergie. Finalement, ils détournent la machinerie cellulaire à leur profit pour se répliquer et assurer leur pérennité, car par exemple, ils sont dépendants de la nourriture, lipides, glucides, protides, que va lui transmettre la cellule. Ils constituent en quelque sorte des structures extrêmement simples dont l'ensemble des éléments protège quelques petits bouts de code génétique ayant pour objectif de s'infiltrer dans une cellule pour y vivre. Voilà. Donc pour résumer, nous avons apparemment affaire à une structure non vivante et dépendante qui a besoin d'un organisme vivant pour vivre. Bon. Il est vrai que la théorie et la doctrine véhiculée depuis 150 ans, depuis l'époque de Pasteur, est que nous sommes, nous, organismes humains, comme un bocal stérile et fragile, dans un écosystème qui est dangereux, rempli d'éléments pathogènes, et que des virus auraient donc pour but de nous contaminer en pénétrant dans notre corps, puis en se multipliant dans celui-ci, amenant divers symptômes, puis ensuite des maladies, et pour finir la mort dans certains cas, si l'individu en question n'est pas aidé par un traitement, médicament, vaccin, etc., qui aura pour but d'éliminer ou de traiter les éléments pathogènes, exemple le virus. Voilà. Donc pour imager cette théorie, on peut donc conclure que nous avons un énorme monstre vampire au grand pouvoir qui cherche à détruire un tout petit être sans pouvoir et qui est innocent. Alors, je refais un petit rappel, on vient de le voir, le virus est une structure minuscule complètement dépendante. Bon. Enfin, on y reviendra sur cette théorie pasteurienne en fin de vidéo, car il y aura encore beaucoup de faits et de choses à dire sur cela, et ainsi que notre interprétation du virus. Alors restez bien jusqu'à la fin, car cela sera encore pimenté, la vidéo va être longue. Je ferai peut-être des coupures, et ce sera peut-être une série de vidéos. Mais plus que jamais dans cette période de confinement, nous avons la possibilité de prendre du temps pour s'informer. Donc voilà, je vous remercierai de regarder cette vidéo jusqu'au bout. En attendant, après avoir vu tout de même ce qu'est un virus, ce qu'au passage
on ne nous dit pas vraiment, car c'est soi-disant trop complexe et que l'on ne sait pas vraiment l'expliquer, nous allons passer à un deuxième point essentiel que l'on ne nous partage pas vraiment et qui est pourtant essentiel à comprendre et à transmettre, c'est le système immunitaire. Bah oui, tiens, c'est quoi le système immunitaire et comment ça fonctionne? Eh bien, c'est justement ça que nous allons voir précisément. Afin que cela ne soit pas trop compliqué et compréhensible de tous, je vais volontairement simplifier et imager avec justement un schéma d'un dessin que j'ai créé moi-même pour l'occasion et qui me donne grande envie de partager. Voilà, donc on va se retrouver, la caméra va changer et on va expliquer ensemble ce qu'est le système immunitaire. Voilà, voici sur le système immunitaire. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je tiens à faire une différenciation importante entre ce qui concerne le milieu extérieur et le milieu intérieur de notre organisme. Le milieu extérieur, en fait, c'est tout ce qui va être après notre muqueuse. Voilà, donc la muqueuse, en fait, c'est une constituante, en fait, un composé de cellules qu'on va appeler cellules épithéliales et qui va faire la barrière, si vous voulez, entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Donc tout ce qui va être en intérieur, finalement, c'est le sang, la lymphe, etc., les liquides interstitiels, ce qu'on va appeler les humeurs, du coup. Et le milieu extérieur, ça va être ce qui est forcément à l'extérieur de notre peau, mais aussi tout ce qui va être avant, finalement, notre muqueuse. Et cette muqueuse, finalement, elle va être représentée, et je vais essayer de vous détailler un petit peu toutes les étapes du système immunitaire en passant du milieu extérieur au milieu intérieur, en vous faisant expliquer tout ça avec un petit schéma qu'on va représenter comme ça, en fait, avec un château. En fait, c'est une petite histoire. Donc on va aller en fait de l'extérieur, le plus extérieur de notre organisme, jusqu'à l'intérieur par des couches successives, comme vous voyez ici, des barrières, pour arriver à notre petite cellule. Donc pour commencer, dans le milieu extérieur, nous avons ce que nous appelons notre première barrière immunitaire, qui est une barrière immunitaire qu'on va dire innée et non adaptative, c'est-à-dire qu'en fait elle ne fait pas forcément le tri. Voilà. Donc on les représente ici devant les murailles du château, qui, muraille, je le rappelle, représente finalement notre muqueuse, en fait, notre première barrière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur de notre organisme. Et nous avons donc ces composés, on le sait déjà depuis plus de 50 ans, que c'est composé de champignons, de bactéries, de levures, de virus, ce qu'on va appeler finalement le microbiote ou le virobiote. Et voilà, et en fait, toutes ces bactéries qu'on va appeler bactéries, etc., saprophite, en fait, parce que ça profite à l'organisme, en fait, elles vont être responsables de la première barrière immunitaire face à des éléments pathogènes qui pourraient être dans l'extérieur. Parce que, vous le savez très bien, vous le connaissez très bien, l'immunité à la base, voilà, c'est se défendre contre des éléments qui sont du non-soi et qui viennent de l'extérieur, qui n'ont rien à faire finalement dans notre organisme. Excusez-moi pour la caméra qui bouge un petit peu, c'est pas évident de tenir toujours la caméra. Donc comme je vous le disais, voilà, c'est composé de champignons, de bactéries, de levures, comme vous pouvez le voir ici, j'ai représenté par ces petits bonhommes qui forment en fait finalement, si on faisait l'image avec le château, qui vont former la première garde d'infanterie, en fait, si on veut, de première ligne, comme on dit à l'armée. Voilà, ce seront les premiers soldats, la première armée immunitaire qui se situe finalement à l'extérieur de notre peau. Ensuite, quand on se rapproche de cette immunité, nous allons avoir ce qu'on appelle une barrière chimique, donc qui est composée d'enzymes, de mucus, etc. Et que là on va représenter avec les douves qui se situaient devant les châteaux afin de protéger l'accès au château, quoi, enfin à la partie où il y avait les villageois, le roi, etc. Voilà. Dans un premier temps, ce qu'on va comprendre, comme je vous l'ai dit, ce sont ces premières barrières qui vont pouvoir nous défendre contre le milieu extérieur. Seulement, il va y avoir plusieurs choses qui vont rentrer en compte qui pourront amener finalement à ce qu'on va appeler un déséquilibre du microbiote. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces bactéries et toutes ces défenses vont être déséquilibrées, voire de moins en moins présentes. Et à un moment donné, forcément, si elles ne sont plus là, ce qu'on va appeler donc des virus ou des éléments pathogènes vont pouvoir passer. Maintenant, on va pouvoir déjà s'arrêter très rapidement sur
qu'est-ce qui pourrait amener finalement ce déséquilibre? Eh bien, il y a beaucoup de choses et on peut retrouver dans l'alimentation le fait de faire des indigestions qui conduiront à des dysbioses qui renvoient à une modification et une perturbation de la flore intestinale. Donc voilà, l'alimentation, le stress, on sait très bien que c'est un facteur qui diminue énormément nos défenses immunitaires, notre microbiote, etc. Et où, par exemple, comme on le voit beaucoup dans cette situation aujourd'hui, finalement, utiliser par exemple des antibiotiques ou du gel hydroalcoolique ou du désinfectant finalement qui sont des antibactériens, et on va comme ça tuer ces bactéries qui sont aussi des bactéries qui nous servent à notre organisme, parce qu'effectivement quand on cherche à prendre des antibactériens, etc., c'est pour tuer des bactéries à la base qui seraient pathogènes, contraires, qui ne font pas partie du soi mais du non-soi, mais seulement ces produits-là, ces traitements entre guillemets, ne font pas la différenciation entre le bon et le mauvais. Donc elle détruit aussi toutes ces bactéries qu'on voit là ici présentes. C'est un petit peu comme si à un moment donné, en fait, tout notre mode de vie faisait qu'on se retrouve dans le château, puis finalement tous les petits soldats qui sont devant les murailles, on les nourrit pas, on les stresse, on les laisse dans la peur, on s'occupe pas d'eux, etc., etc. Et ce qui font qu'ils sont de plus en plus faibles, affaiblis, et donc ils remplissent pas leurs fonctions. Et il va y arriver à un moment donné, s'ils remplissent plus leurs fonctions, ces virus et ces bactéries que j'ai représentées ici, à un moment donné, elles vont réussir à réussir à vaincre ces bactéries, parce qu'elles seront plus en bonne forme, comme si nos soldats en fait de notre château n'étaient plus bien nourris et voilà, ils étaient très fragiles. Donc voilà, ils se font avoir et le virus commence à passer. À un moment donné, il va tuer ces bactéries, mais bien heureusement, même s'il fait ça, nous avons encore derrière ce qu'on représentait ici, ce qui sont représentés par les douves, finalement, notre deuxième barrière immunitaire qui est donc la barrière chimique, qui est composée d'enzymes, etc., de mucus. Donc à un moment donné, effectivement, même si ce virus commence à passer, par les raisons que je viens de donner, il pourra aussi se faire attraper par cette deuxième barrière chimique et se faire englober, si vous voulez, dans le mucus, etc. Et comme là, la petite représentation que l'on voit, ce petit virus, finalement, s'est retrouvé engorgé dans la douve et il est noyé. Donc le petit soldat ennemi s'est fait noyer et n'a pas réussi à passer cette barrière. Seulement, à un moment donné, c'est tout à fait pareil. Si notre mode de vie fait qu'à un moment donné, on perturbe aussi toute cette zone chimique et compagnie, et qu'on l'entrave, etc., qu'elle est engorgée d'éléments toxiques, etc., et qu'elle ne répond plus à son travail d'origine, à un moment donné, c'est comme on va représenter ici, ces petits virus, ces petits ennemis, ils vont créer une barrière, en fait, un pont pour pouvoir passer au-dessus. On va le schématiser comme ça dans ce petit dessin. En fait, voilà, à un moment donné, ils créent le pont et ils arrivent à passer, et de fil en aiguille, une fois qu'ils ont passé ça, ils vont réussir à grignoter, sinon, si on veut, ce qu'on parlait tout à l'heure, donc est la muqueuse, les muqueuses de l'organisme. Et donc là, sur ce petit dessin, on commence à détruire finalement le mur de notre barrière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. On détruit cette barrière, et comme là dans le cas présent, le renfort du château est détruit, et donc on voit que le virus peut commencer à passer. Et c'est là que vont intervenir ce que vous connaissez déjà tous quand on parle d'immunité, c'est-à-dire les globules blancs, qu'on appelle plus spécifiquement des leucocytes. Une fois qu'on va rentrer dans le milieu intérieur, le virus va encore avoir des choses à affronter s'il veut pouvoir aller jusqu'à la cellule, parce qu'on rappelle que le but du virus ou de l'élément pathogène, c'est de pouvoir contaminer, entre guillemets, dans ce qui nous est dit en tout cas, et de pouvoir finalement arriver à notre cellule. Quand il aura passé le milieu extérieur pour aller du milieu intérieur, nous allons retrouver ce que l'on appelle des phagocytes. Les phagocytes, ce sont les premiers leucocytes en fait du système immunitaire, qui font partie de ce que l'on va appeler la réponse innée et non adaptive, comme finalement l'étaient les bactéries, etc. Et ce fameux phagocyte, lui, il va pas faire de différenciation, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il va voir quelque chose de contraire, qui n'est pas du soi mais du non-soi, qui vient de l'extérieur, il va engendrer ce qu'on appelle la phagocytose. La phagocytose, en fait, c'est le fait de phagocyter. Donc, si vous voulez manger
notre virus, etc. Et une fois qu'il va le manger, il va le réduire en petits morceaux, hein, comme une digestion se fait, et il va en sortir un petit peptide qu'on va appeler l'antigène, qu'il va coupler finalement à une protéine qu'on appelle le CMH2, et qui va faire globalement, pour reprendre notre dessin, c'est comme si finalement notre premier gardien à l'intérieur du château venait de choper le virus, venait de choper l'ennemi et l'a mis sur un pic pour le présenter aux autres. Voilà, afin que il puisse être reconnu et de commencer à mettre l'alerte entre guillemets, de dire ah, il y a un élément étranger, il y a quelqu'un d'étranger qui cherche à rentrer, à s'introduire chez nous. Voilà. Si à un moment donné, ça ne suffit pas parce que les premiers agents, les premiers leucocytes qu'on appelle donc les phagocytes, n'arrivent plus à remplir leur fonction à un moment donné, sont débordés ou sont trop fragiles, etc. Ils sont pas assez en nombre, ils n'ont pas réussi. Et on va passer à la couche d'après. Hein, donc on va passer la deuxième barrière, hein, qui est représentée ici par du bois. Le virus va s'introduire et là, on va avoir les deuxièmes agents de notre système immunitaire qu'on va appeler les lymphocytes B. Donc ces lymphocytes B, en fait, ils ont déjà une première particularité, c'est qu'ils contiennent ce que l'on appelle un anticorps, que l'on voit juste là, en bleu, et cet anticorps, il va permettre en fait de pouvoir placer en fait une zone de reconnaissance, si on veut, quelque part sur l'ennemi qui arrive, afin qu'en fait il ait une boule rouge autour de lui qui clignote, afin que tout le monde puisse le repérer. Et une fois que le virus va commencer à arriver, donc il va faire la même chose que le phagocyte en premier, il va donc le manger, etc. Et donc pareil, hein, présenter un antigène couplé à une protéine, etc. Sauf que l'intelligence du corps et l'intelligence de ces lymphocytes B font qu'ils ne vont pas tout de suite déballer la réponse immunitaire complète du corps sans être sûr finalement que ce qu'ils viennent de reconnaître a priori était bien un virus, était bien une bactérie et non pas juste une cellule morte de notre organisme ou une toxine ambiante, etc., etc. Pour bien faire la différenciation, le corps il a prévu finalement une double vérification qui va se faire finalement à l'aide des lymphocytes T auxiliaires. Voilà. Et ces lymphocytes T, en gros, il va aller les présenter, il va lui demander, et puis le lymphocyte T, s'il dit en gros, ok, c'est le virus en question, etc., il est bien chez nous, etc., c'est bien lui, et bien là, il va donner l'ordre et l'indication aux lymphocytes finalement de se multiplier par milliers, vont se multiplier comme ceci, comme vous le voyez ici, afin de se diviser en deux branches. Alors soit ils vont devenir finalement effecteurs, donc ils vont se transformer finalement précisément en plasmocytes, et c'est à ce moment-là qu'ils vont envoyer donc des anticorps, etc. Comme vous le voyez ici, ils vont envoyer des anticorps partout dans la circulation sanguine. Ils vont les envoyer, les laisser traîner afin que ils se collent finalement au virus et aux éléments qui viennent de pénétrer à l'intérieur du château, hein, voilà, et où ils vont se transformer en mémoire. Et en mémoire, en fait, ils vont encore se démultiplier pour former une espèce de patrouille qui va rester là finalement dans le sang en attente de si au cas où un futur élément pathogène venant de l'extérieur cherche à s'introduire dans le château, dans le corps humain. Donc voilà. Et si vraiment à un moment donné ça ne suffit pas parce que tout un tas de raisons, hein, une baisse du système immunitaire par notre mode de vie, etc., ou simplement parce que à un moment donné il a réussi à passer, parce que ce virus serait peut-être un peu plus fort que les autres et il aurait réussi à passer, et à un moment donné il va y avoir en fait la dernière réponse de notre système immunitaire qu'on va appeler la réponse cellulaire, donc il va être adapté à la réponse cellulaire, et là c'est encore les lymphocytes T auxiliaires qui, en devenant soit mémoire soit effecteurs comme les lymphocytes B, en devenant effecteurs, ils vont produire des substances qu'on appelle des cytokines, que l'on voit ici. Et ces cytokines, en fait, finalement, vont permettre de rameuter, en fait, ça va être comme une alarme, en fait, un signal d'alarme qui va rameuter finalement les lymphocytes T cytotoxiques. Alors les lymphocytes T cytotoxiques, c'est comme vous le voyez ici au niveau du château, eux ils sont encore beaucoup plus forts, hein, comme soldats, c'est comme des magiciens, ils savent faire beaucoup de choses et que compagnie, ils sont capables de détruire très rapidement, et notamment si à un moment donné notre bactérie a réussi finalement à passer toute cette zone qu'on vient de voir et qu'elle arrive là et qu'elle arrive à rentrer à l'intérieur même du château et commencer à prendre
un villageois, hein, qu'on va représenter ici par une cellule, hein, du coup, hein, mais voilà, il rentre à l'intérieur du château et il contamine un villageois, et ben c'est là que les lymphocytes T cytotoxiques vont rentrer en jeu et ils vont produire ce qu'on va appeler des perforines ou des granzymes qui vont servir finalement soit pour les perforines à perforer finalement la cellule afin de pouvoir éradiquer et enlever finalement le virus ou l'élément en question qui infecte la cellule actuellement, ou des granzymes qui vont finalement engendrer, alors c'est pas très beau dit comme ça, mais qui vont influencer la cellule à se détruire, s'auto-détruire par lui-même parce que elle ne pourra plus en fait, le lymphocyte T, le corps reconnaît que cette cellule ne pourra plus remplir ses fonctions et donc il est préférable de la détruire et puis d'en reproduire d'autres plus saines derrière. Voilà. Et donc c'est le lymphocyte T qui va s'en charger pour pouvoir réduire et enlever finalement ce virus. Et c'est là que finalement on voit qu'il y a tout un tas de strates qui ont été représentées par ce dessin, tout un tas de strates qui font qu'à un moment donné, ça devient difficile de comprendre et de croire finalement qu'un petit virus, comme on le rappelle au début de la vidéo, on vous l'a dit, qui est une structure non vivante, qui a besoin d'un vivant et qui est juste une petite structure composée d'un fragment d'ARN, voilà, c'est difficile à croire qu'à un moment donné, un tout petit truc comme ça, il puisse passer toutes ces barrières, etc. et réussir à nous tuer, nous rendre malades, etc., etc. Sauf que tout ce que je viens de vous expliquer, que vous avez vu ici, toutes ces couches successives de l'immunité qui sont, comme vous l'avez vu, de plus en plus fortes, de plus en plus performantes, etc. C'est vraiment quelque chose de magique, comme le corps est intelligent, etc. Pour se défendre contre quelque chose d'extérieur. Eh bien, tout ceci, ce que je viens de vous dire, c'est une représentation, on va dire, idéale de notre système immunitaire. Bien sûr qu'il peut y avoir tout un tas de choses qui va faire qu'à un moment donné, dans notre mode de vie, les facteurs de santé ne sont plus respectés, de moins en moins respectés, et donc on va affaiblir de plus en plus notre système immunitaire en passant par les premières couches des bactéries et successivement jusqu'à affaiblir complètement même le lymphocyte T qui est le dernier agent, etc. du système immunitaire. Mais parce qu'il faut bien comprendre qu'à un moment donné, tous ces leucocytes dont on vous parle, ce ne sont que finalement des cellules qui répondent aux mêmes besoins que toutes les cellules de l'organisme, qui ont besoin d'être alimentées correctement, qui ont besoin d'avoir de l'énergie suffisamment, qui ont besoin de respirer suffisamment, etc. Et donc, voilà, et tout ça, on peut l'apporter quand on se dirige vers un mode de vie qui respecte les besoins fondamentaux de la vie, des lois naturelles et des besoins vitaux. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu, vous aura permis de comprendre l'intelligence quand même du corps, et c'est très important à comprendre parce qu'à un moment donné on vous tient que le discours du virus qui va venir et que comme si vous étiez stérile, il va arriver, il va vous tuer, etc. Voilà, quand vous comprenez la puissance du système immunitaire, l'intelligence du corps face à tout ça, voilà, déjà on n'est plus tributaire d'un truc qui vient de l'extérieur, etc. Ça veut dire que nous, on peut faire des choix conscients et se diriger vers des choses, des façons de faire. Alors, il faut d'abord les comprendre, puis les pratiquer, mais qui vont améliorer notre système immunitaire et en tout cas le préserver. Donc voilà, vous l'aurez compris, il y a quelque chose de magique en nous qui s'appelle donc le système immunitaire, et comme vous l'aurez vu, c'est quelque chose de grandiose, c'est d'extrêmement bien pensé, il y a une intelligence énorme et gigantesque dans le corps. Voilà, c'est vraiment magnifique ce que l'on peut observer. Et il est vrai que, comme nous avons vu quelques exemples, mais il y a de nombreux éléments, de nombreuses choses qui peuvent permettre à notre système immunitaire de dysfonctionner, d'être déséquilibré et d'être de moins en moins efficace. Donc c'est très intéressant de regarder tout ça parce que ça nous renvoie quand même à une forme de responsabilité, et pour rejoindre la théorie pasteurienne qui finalement disait qu'on était dans un bocal complètement stérile et qu'on est des innocents et que le monde extérieur est un danger et qu'il cesse et qu'il tente toujours de nous tuer et qu'on ne peut pas faire grand chose, et heureusement voilà qu'il y a des médicaments, etc., etc., etc. Bon,
Voilà, je ne suis pas en train de jeter la pierre aux médicaments, aux médecins, ni quoi que ce soit, hein, loin de là. Moi, je pense qu'on devrait tous marcher de main dans la main, mais il y a un moment donné, je pense qu'il est important de remettre les pendules à l'heure. C'est bien de nous parler d'un virus qui arrive et qui nous contamine et que ça y est, on ne peut rien faire d'autre, on cherche un traitement, Ouais, mais bon, si on pouvait nous rappeler aussi qu'à un moment donné, ça fait quand même des années et des années et des années, des centaines et des milliers d'années en fait, hein, finalement, que de plus en plus, plus on se rapproche dans le temps jusqu'à notre période, plus finalement on voit que nous ne respectons de moins en moins les lois naturelles et les besoins vitaux. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte à un moment donné que l'organisme, le corps humain, le vivant, a besoin de tout un tas de choses pour pouvoir prospérer et vivre en harmonie et se sentir en santé et être en santé, quoi, tout simplement. Alors, juste avant d'aller un petit peu plus loin, je vais faire une brève introduction sur ce que représente véritablement la santé et ses besoins vitaux. Alors, c'est quoi la santé ? La santé, finalement, on pourrait l'imager comme une roue sur laquelle il y aurait énormément d'engrenages. On pourrait en compter 21. Et imaginez cette roue, hein, comme vous voyez à l'écran, avec des engrenages. Et chaque engrenage va représenter un besoin vital. Alors, on peut très vite comprendre simplement que forcément, si un engrenage, si on reste sur la partie mécanique liée aux engrenages, si un engrenage, voire plusieurs engrenages dysfonctionnent ou sont absents, à un moment donné, la roue ne pourra pas tourner convenablement. C'est environ la même chose pour la santé. S'il manque des paramètres, s'il y a des besoins vitaux qui sont soit non présents du tout, ou alors pas très bien respectés, par manque de connaissances, par manque de conscience, peu importe. Mais en tout cas, voilà sur cette roue que vous venez de voir et sur ce que je viens de stipuler, ce qui représente donc du coup nos besoins vitaux. Il ne faut pas être fou non plus. À un moment donné, il ne faut pas non plus forcément chercher à tout respecter à la lettre directement, du jour au lendemain, etc. Parce que ça me paraît déjà strictement impossible. On vit dans un monde qui est quand même imparfait, etc. Donc vouloir être parfait, ça me semble très difficile en tout cas. Mais ce n'est pas le but en soi. Et en fait, moi je vous fais comprendre ça, c'est pour vous faire comprendre tout simplement qu'à un moment donné, il y a plein de points sur lesquels on peut jouer sur notre santé. Et qu'on n'est pas forcément tributaire de rester dans une case, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, la définition de la santé, c'est souvent, c'est parce qu'on est en absence de maladie, etc., en absence de symptômes, etc. Ou alors que c'est sujet beaucoup à l'alimentation, etc. Que notre alimentation fait notre santé. Si tu manges mal, tu ne seras pas en mauvaise santé. Tout ça, c'est quand même globalement vrai. Mais seulement, à un moment donné, ce n'est pas le seul facteur, par exemple l'alimentation. Et on ne peut pas définir un corps humain en santé par l'absence de maladie. Voilà. Surtout que on va y revenir justement par rapport à tout ça après, en revenant sur la théorie pasteurienne. Mais voilà, finalement, moi de mon point de vue, la maladie, c'est pas quelque chose de négatif. Pour moi, c'est un processus de retour à l'équilibre, l'homéostasie dans le corps humain. Voilà. Maintenant, forcément, quand un corps humain essaye de retourner à l'équilibre et que derrière on continue de lui apporter tout un tas de déséquilibres profonds, à un moment donné il s'en sort plus et ça flanche, c'est sûr, faut bien se rendre compte. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément, voilà, il faut voir les choses de manière légère, on essaye de jouer et c'est là où ça va être important de faire attention à ce qu'on appelle le terrain de chaque personne, parce qu'on est tous différents, on n'a pas le même terrain, on n'a pas tous le même mode de vie, et donc à un moment donné c'est important d'individualiser les conseils et d'individualiser notre orientation de notre santé, parce que il y a des personnes, ça va être plus intéressant par exemple dans un premier temps de basculer sur le côté du repos, sur le côté de la relaxation, sur le côté de l'harmonisation et gestion émotionnelle, etc., plutôt que de vouloir jouer par exemple sur l'alimentation, etc., ou sur d'autres facteurs. Voilà, suivant le terrain et le mode de vie par rapport à là où on en est, on va pouvoir jouer dans cette roue de la santé plus ou moins là où on se sent le mieux, où il paraîtra le plus probant, le plus intéressant en tout cas de jouer sur ses besoins vitaux. Bon.
Passons sur ce sujet-là. Voilà, si vous avez envie d'en apprendre davantage sur la physiologie de manière tout azimut, mais en même temps sur les besoins vitaux, si vous avez envie d'apprendre de façon physiologique et théorique comment fonctionnent ces besoins vitaux et comment on peut mettre des pratiques en place, etc. Voilà, je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai déjà fait, à d'autres articles et à aussi prendre vos connaissances par vous-même. Et c'est justement le but de vous donner envie d'aller approfondir tout ça. Moi, je ne suis pas là dans cette vidéo à vous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, j'ai la vérité. Non, je pose des questions comme j'ai envie, comme je vous l'ai dit, et c'est là uniquement aussi pour vous donner envie d'aller faire vos propres recherches. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et ça va me permettre de rebondir sur Pasteur, il est vrai qu'aujourd'hui, finalement, on est tombé dans une théorie sans la remettre en question depuis 150 ans, comme je vous ai dit, qu'on est finalement stérile, qu'on est innocent, qu'on n'est pas grand-chose en fait, qu'on est très très fragile et puis qu'on est dépendant de tout ce qui se passe à l'extérieur et que s'il y a malheureusement un virus très contagieux qui arrive, voilà, il va falloir qu'on prenne des médicaments, qu'on use de protocoles, etc. Et pourquoi pas des vaccins, comme apparemment c'est la première arme aujourd'hui qui est mise en avant contre tout ça. Et voilà, on est tributaire. Sauf que bon, ça... c'est une théorie, je dis bien que c'est une théorie parce que finalement, sur quoi elle repose? Pas grand-chose. Et en vérité, si on commençait à se poser des questions et à rechercher un petit peu par soi-même, et on en revenait à la trace finalement de cette origine théorique qui vient donc de Pasteur, on retrouverait vite aussi à cette époque un autre chercheur scientifique très bien connu, très bien connu à l'époque, parce qu'aujourd'hui il devient de moins en moins connu, malheureusement, mais qui s'appelait Antoine Béchamp et qui lui était véritablement un scientifique véritablement pointu, alors que Pasteur n'était carrément moins un scientifique déjà de base, et en plus, je veux dire, il était moins pointilleux carrément que Béchamp à l'époque. Petite comparaison, par exemple, quand Béchamp voulait amener une théorie et se renseigner sur des principes physiologiques, etc., voulait prouver par exemple quelque chose, il menait entre 1000, 2000, 3000 tests, etc., et il variait les composantes du test, etc., il faisait des variantes, etc., pour changer les paramètres, pour analyser vraiment énormément avant d'être sûr et de certifier et d'amener entre guillemets ses preuves scientifiques au vu de la population, quoi. Voilà. Alors que Pasteur, à côté de ça, à cette époque, lui se contentait de 2, 3, voire 10 études, et puis si ça montrait que ça marchait pas trop, c'est pas grave, on y allait quand même parce que Pasteur avait raison. Donc voilà. Donc déjà, on n'était pas sur le même type de chercheur. Déjà dans un premier temps. Mais ce qui est assez marrant, c'est que si on retourne sur Béchamp, on voit que déjà depuis 150 ans, en fait, il a prouvé l'existence de ce qu'on appelle des microzymas. Qu'en fait, ils sont des microcellules hyper petites, aussi petites finalement, même encore plus petites d'ailleurs que des virus, etc. Donc vraiment des tout petits trucs finalement qu'il a appelés des microzymas. Et il observait ça avec des microscopes qui grossissaient jusqu'à 700 fois. Et c'est seulement à partir de 700 fois qu'il pouvait les observer. Il est vrai qu'à cette époque, tous les microscopes qui ne pouvaient pas zoomer à 700 fois, en gros, ils ne pouvaient pas observer ces microzymas. Et donc, il avait observé ces microzymas et quand il regardait, il s'apercevait que ces microzymas, en fait, était la base de la construction des virus, des bactéries et des levures, des champignons, etc. qu'il y a dans notre organisme. Et en fait, il était en train de prouver que nous avions des microcellules qui, finalement, en se mettant les unes sur les autres, créaient par elles-mêmes, finalement, des virus, des bactéries, des champignons, etc., des levures, qui, finalement, servent à l'organisme. Parce que je le rappelle, et ça on le sait quand même depuis plus de 50 ans, même si on le sait depuis bien avant, mais en tout cas ça a été remis au bout du jour il y a 50 ans, on le sait très bien que finalement, on est composé de bien plus de bactéries et de virus à l'intérieur de notre organisme que de cellules vivantes. Et que ce sont ces mêmes bactéries et virus qui nous protègent, qu'on appelle le microbiote et ce qu'on appelle le virobiote. Voilà, ce sont des éléments qui sont là pour nous protéger, comme vous l'avez vu d'ailleurs sur la partie de l'immunité. Voilà.
Et donc en fait, pour revenir à Béchamp qui avait prouvé finalement qu'à l'intérieur du corps, nous avions donc des microzymas qui créaient tout ça, et ben, ça venait mettre complètement en défaut la théorie pasteurienne qui disait qu'on était un environnement stérile et qu'il y avait des virus qui arrivaient de l'extérieur, etc., qui venaient nous contaminer. Lui était en train de prouver que c'était quelque chose qui était en train de se créer à l'intérieur même de notre organisme. Alors quand il a commencé à mettre ça au goût du jour, eh ben, nous avons vu Pasteur, voilà ce qu'il a fait, parce qu'il avait une très grande influence, hein. En fait c'était quelqu'un qui avait de grandes influences politiques, etc. Je ne vais pas aller plus loin sur lui, mais enfin voilà, il avait une énorme influence. Et donc il a fait arrêter tous les microscopes, par exemple, qui grossissaient à plus de 400 fois. Comme ça finalement, en fait, plus personne ne pouvait observer les microzymas et mettre en examen et à tort finalement ces théories qu'il mettait en place. Et il faut savoir que finalement tout du long, voilà, Pasteur a piqué les théories les preuves même scientifiques en tout cas de Béchamp et les a manipulées à des fins personnelles, etc., etc. Mais il faut savoir quand même qu'à la fin quand même, hein, Pasteur, juste avant de mourir, a fait une déclaration et il a bien dit que Béchamp avait totalement raison, qu'il s'était totalement trompé et que finalement le virus, le microbe n'était rien et que le terrain était tout. Donc voilà. Donc vous voyez, ça fait très longtemps qu'il a été mis au goût du jour finalement que voilà, tout est une affaire de terrain et de mode de vie, etc. Enfin, je veux dire, du temps d'Hippocrate, on en parlait déjà, etc. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, on s'est basé sur une théorie qui est pasteurienne, qui ne repose sur pas grand-chose. Donc voilà. Moi, je ne vais pas vous dire Béchamp a raison, ceci, cela, cela. Je ne suis pas là pour vous dire ça. Par contre, j'espère que ça va susciter suffisamment d'intérêt pour aller vous renseigner par vous-même sur ce qu'était Béchamp et ses travaux. Alors aujourd'hui, on a plusieurs aussi chercheurs et scientifiques, docteurs, etc., médecins, biologistes qui ont continué ces travaux. Et vous avez notamment le docteur Scoï, voilà, dont vous pouvez aller voir, qui a poursuivi ses travaux et finalement qui démontre ben voilà, que ce que nous appelons finalement des virus, etc., ben finalement tout ça est donc bien créé par des microzymas et que finalement voilà, on n'est pas du tout dans la conception qu'on pense comme on le voit aujourd'hui par rapport à cette conception que nous sommes stériles et puis que voilà, il y a des virus extérieurs qui viennent et qui viennent pour nous détruire, quoi. Voilà, ça paraît juste insensé quand on a toutes ces données-là. En plus de ça, j'ai envie de vous dire que on a vu finalement depuis 2015 que finalement ce qu'on appelle les virions de la grippe sont complètement semblables finalement à ce qu'on appelle des exosomes. Donc finalement ce seraient des exosomes qui sont pareils en fait, des toutes petites structures voilà, qui composent justement des fragments d'ARN et d'ADN et qui en se multipliant des virions donnent des virus finalement et donc voilà, donc c'est assez rigolo, hein. Je vous mets à l'écran justement hein, cette étude scientifique qui a démontré ça. Alors c'est assez rigolo parce qu'on donne des noms différents. Hein. On parle de virions, on parle d'exosomes, on parle de tout un tas de choses, mais finalement, est-ce que ce serait pas, et je pose véritablement la question, hein, est-ce que ce serait pas finalement complètement en lien avec ce que Béchamp avait appelé des microzymas? Donc voilà, tout ça remet quand même un petit peu la théorie, voilà, ça nous fait poser des questions et ça nous permet au moins en tout cas d'essayer de creuser la question et d'essayer de revoir tout cela parce que voilà, on est sur des théories infondées par manque de connaissances. Voilà. Bon, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin parce que je ne cherche pas à vous prouver que j'ai raison ou quoi que ce soit, comme je vous l'ai dit, mais je vous invite à faire vos propres recherches. Je vous mettrai des liens pour vous faciliter quand même les choses, pour vous donner déjà des pistes de réflexion par rapport à tout ce que j'aurais émis. Mais voilà, donc moi il est vrai que je remets quand même pas mal en question hein, tout ce qu'on peut nous dire, etc. Mais voilà, je ne prouve rien, je ne suis pas là pour affirmer quoi que ce soit. Maintenant je vais rester quand même dans la théorie hein, de ce virus, etc. qui vient, là notamment par exemple le Covid-19, pour en revenir à ce virus qui vient, comme vous l'aurez vu déjà, dans un premier temps, on n'en est pas victime comme on le croit, parce que si on améliore et on fait en sorte d'améliorer notre système immunitaire, eh ben effectivement nous serons plus armés et nous aurons plus de capacité à ce que ce soi-disant entre guillemets virus vienne et nous contamine complètement jusqu'à nous faire mourir. Voilà.
Donc déjà, première base. Deuxième chose, on a observé, et ça ce sont donc des statistiques à un moment donné, que finalement tous ceux qui étaient décédés du Covid-19, comme il a été déclaré, c'est toutes des personnes qui avaient une moyenne d'âge quand même entre 70 et 90 ans. Donc la moyenne d'âge, le gros pourcentage, à 80% des morts qui ont été déclarés, étaient finalement des personnes qui avaient entre 70 et 90 ans. Donc des personnes déjà très âgées. Et on sait très bien que plus on vieillit en âge, surtout si on n'a pas fait forcément attention à tous ces paramètres de la santé, parce que on n'est pas éduqué à cela, et forcément, à un moment donné, le système immunitaire devient de plus en plus faible. Donc rien que par ce principe, forcément, une personne très âgée est plus propice à se mettre en danger par rapport à ça. Donc déjà, ce ne sont pas des chiffres que j'invente, c'est des chiffres qui sont là, comme vous voyez à l'écran. Et des autres chiffres, c'est qu'on a démontré que 80% de ceux qui en mouraient, qui étaient gravement atteints en tout cas, avaient déjà 1, 3, voire 5 maladies déjà actuelles déclarées. Donc on voit bien que en fait tout ça n'est un rapport que de terrain par rapport où on en est sur notre terrain. Donc voilà, pareil, je vous ai affiché sur l'écran les statistiques, c'est pas moi qui invente ces chiffres. Donc voilà, donc ça nous fait comprendre qu'à un moment donné, finalement le virus, il t'attaque entre guillemets si tu as déjà plein de maladies et que tu es déjà dans une forme de déséquilibre avancé au niveau de ton organisme. Donc voilà, donc ça va être très important à voir. Et en plus, on s'aperçoit que voilà, ce qui est assez étrange, c'est qu'aujourd'hui on met tout sur le règne Covid, mais qu'on n'a pas vraiment d'armes réelles pour te prouver que ah oui effectivement il est là le virus, on le voit. Il n'y a rien, il n'y a pas d'image qui est là pour te montrer que tu l'as réellement dans ta peau. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais je remets en question parce qu'il n'y a pas de réelles images qui peuvent te le prouver. Comment on fait des diagnostics aujourd'hui? C'est par rapport à une grille de symptômes qu'on peut ressentir, et selon cette grille de symptômes qui au début passait dans les symptômes qu'on connaît très bien depuis longtemps, comme ceux liés à la grippe, donc le nez qui coule, des sinusites, des bronchites, voilà, une hyperventilation non contrôlée, des problèmes respiratoires, etc., des frilosités, etc. Voilà, ça c'était les premiers symptômes, une toux incessante, etc. Voilà, donc ça ce sont les premiers symptômes, mais aujourd'hui on voit qu'il y a une liste de symptômes qui s'est agrandie, ça peut même aller voilà, dans des douleurs partout sur le corps, des dysfonctionnements de certains organes, des problèmes d'épiderme, de psoriasis, de peau, de boutons d'eczéma, etc. Enfin voilà, il y a vraiment un tas de symptômes juste gigantesques qui nous renvoient, si on a plus ou moins ces symptômes, en tout cas conjugués, c'est qu'on a certainement le Covid. Donc déjà on est en train d'interpréter des symptômes, et moi je rappelle, avec tout ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, tout l'enseignement que j'ai tiré, les connaissances que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui, je me suis rendu compte à un moment donné que tous les déséquilibres dont je vous ai parlé et le non-respect de tout ce que je vous ai présenté rapidement amènent petit à petit à avoir des symptômes, et des symptômes qui finalement, moi de mon point de vue, ne sont pas négatifs, pas du tout à enlever, mais qui sont des tentatives du corps de remettre la santé au goût du jour, de remettre l'équilibre, comme par exemple la fièvre, qui est un symptôme, du coup, par exemple par rapport au Covid ou tous les problèmes viraux. Voilà, mais la fièvre, on sait très bien aujourd'hui qu'elle sert et qu'elle n'est pas là en train de desservir l'organisme, parce que grâce à la fièvre, on fait augmenter la température, et donc il y a une circulation sanguine qui devient accrue, qui est plus rapide, et donc forcément quand il y a des lésions, quand il y a des problèmes à des zones, à des endroits du corps, il faut que le sang puisse circuler plus rapidement pour amener tous les nutriments et les éléments réparateurs, etc. qu'il faut dans la zone. Donc ça, c'est une des premières des choses. Deuxième chose, quand on fait monter la température, il a été prouvé qu'à un moment donné, quand on arrive dans les 38-39 degrés, quasiment toutes les pathogènes, les bactéries, etc. qui sont pathogènes, dit pathogènes entre guillemets, elles sont tuées par cet excès justement de chaleur, parce qu'elles ne peuvent pas survivre à l'intérieur de l'organisme avec une chaleur élevée. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que finalement les symptômes souvent sont là pour
finalement tenter de remettre l'équilibre dans le corps. Voilà. Sauf que si à un moment donné ces symptômes, eh ben, on les masque, on les écoute pas, comme un voyant rouge d'une voiture qui nous signale qu'on n'a plus d'essence, bah, si on met un scotch sur le voyant rouge, oui certes on va continuer à rouler, on verra plus le voyant, mais à un moment donné on n'aura plus d'essence et la voiture va tomber en panne. C'est la même chose pour le corps humain. Il arrive à un moment donné où on arrivera vers la maladie, et la maladie qui pourra entraîner la mort si les paramètres de santé et le mode de vie n'ont pas été changés. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ces symptômes, en tout cas, on sait très bien aujourd'hui qu'ils peuvent être ressentis tout à fait sans qu'on vous parle de virus. Parce que, voilà, vous avez tout un tas de paramètres au niveau des besoins vitaux qui n'ont pas été respectés. Bah, ça amène à un déséquilibre tel qu'à un moment donné, bah, vous déclarez des symptômes. Voilà, voire des maladies un peu plus tard, etc. Donc, voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'on est en train d'interpréter des symptômes qu'on pourrait très bien avoir sans même qu'on parle de virus. Déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pour pouvoir affiner les recherches, on fait ce qu'on appelle donc des prises de sang. Et c'est à ce moment-là que nous observons un taux de leucocytes, donc des globules blancs qu'on a vu tout à l'heure, d'un certain type élevé. Voilà, on voit notamment des lymphocytes de type T cytotoxiques, on voit des lymphocytes B, etc. Voilà, tout un tas de leucocytes, de globules blancs qui sont là en présence en plus grand nombre de ce qu'on a remarqué qui était la normale. Donc, vous avez plus de globules blancs, en gros, et donc là, on vous dit, ben, vous avez le Covid. Parce que vous avez les symptômes là, et plus le fait qu'il y a le taux de globules blancs, donc vous avez le Covid. Mais moi, je remets pas en question, hein. Je dis pas que c'est faux, ni que c'est vrai d'ailleurs, mais je me pose la question. Je me dis, en fait, on mesure ça, mais en vérité, il pourrait y avoir tout un tas de choses qui nous amènent à avoir des globules blancs en surnombre dans le sang. Et il faut savoir que l'homéostasie, la régulation du sang, les effets tampons qu'il y a par rapport à le sang, c'est le sang qui est le plus réglé dans l'organisme. Je veux dire, c'est quelque chose qui est régulé en permanence dans l'organisme. Ça change tout le temps ce qu'il y a dans le sang. Je veux dire, vous pouvez faire une prise de sang, par exemple, à un moment donné T, et finalement refaire une prise de sang 1 heure après, voire 2 heures après, voire 3 heures après, puis ainsi de suite, plusieurs fois comme ça dans la journée, et on ne mesurera pas les mêmes choses. Pourquoi? Parce que le sang, ça fluctue tout le temps, il y a énormément de choses qui changent. Et si à un moment donné, il y avait une zone, et sans parler de virus, il y avait une zone à réparer dans l'organisme, bah forcément, on va envoyer aussi des globules blancs, des leucocytes qui ne sont pas que des éléments qui sont là pour se protéger des virus, qui sont là aussi pour réparer et entre guillemets, nettoyer, réparer l'organisme aussi. Donc, à un moment donné, forcément, quand il y a des lésions, quand il y a des problèmes qui sont tout autres que les virus, eh ben, on va avoir un taux de globules blancs élevé, etc., qu'on verra dans le sang. Enfin, des gens qui ont des problèmes avec des maladies, etc., ben, ils ont toujours un taux de globules blancs élevé parce que le corps est en train de se nettoyer. Donc voilà. Donc moi je remets en question, je me dis est-ce que c'est véritablement une preuve suffisante pour nous dire bah, vous avez le virus alors qu'il n'y a rien qui le prouve. Et ce qui est assez étrange quand même, là où je me pose encore la question, c'est que finalement, il y a de plus en plus, donc on déclare tous les morts par rapport au Covid, etc., mais que finalement, à contrario, beaucoup de médecins et compagnie sont en train de se poser les questions parce que il y a quasiment de moins en moins, voire quasiment plus du tout, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de diabète, enfin en fait, en gros, toutes les autres maladies qu'on connaissait aujourd'hui qui étaient très aggravantes, hein, aujourd'hui, il y en a quasiment beaucoup moins que juste avant le Covid. Donc, c'est assez étrange, j'ai envie de dire, finalement. Est-ce que ça nous renvoie pas à la question, est-ce que finalement, on ne sait pas trop exactement quand il y a le Covid, quand il n'y a pas le Covid, et puis finalement, on met Covid un petit peu comme ça, plus ou moins à la louche, et que, voilà, une personne qui avait des gros problèmes de maladies cardiovasculaires, et finalement, est-ce qu'elle n'est pas plutôt morte de ça qu'elle est morte du Covid, en vérité? Donc voilà, moi je pense que tout ça renvoie à se poser quand même pas mal de questions et à faire attention. Donc voilà, vraiment dans cette vidéo, je ne cherchais pas du tout à vous prouver quoi que ce soit, à vous dire c'est comme ci, c'est comme ça. Mais bon, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui nous laissent à penser, en tout cas que finalement, voilà, on est en train de nous faire toute une théorie sur un virus qui est comparable à l'image. J'ai envie de vous donner l'image, voilà, vous avez une mouche qui est plus forte finalement qu'un dinosaure, quoi. En gros, une mouche qui est capable de combattre un dinosaure. C'est comme si on
était en train de nous dire ça presque. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si l'exemple sera suffisamment probant. En tout cas, moi, il me parle. Mais voilà. Et puis, il y a tout un tas d'inepties par rapport à ça. Donc, je veux dire, c'est comme là, les gestes de protection et compagnie qu'on nous met en avant avec le masque, avec se laver les mains, se désinfecter les mains régulièrement, etc. Mais on l'a vu tout à l'heure. Enfin, je veux dire, on nous dit qu'il faut se protéger d'un virus en usant de gel hydroalcoolique ou de désinfectants qui sont antibactériens. Alors on tue les bactéries, on ne tue pas des virus, ça c'est pas des antivirus, c'est pas des antiviraux, je veux dire c'est des antibactériens. Donc on tue des bactéries alors qu'en fait on sait très bien aujourd'hui que ces bactéries-là en question sont notre première défense immunitaire. Donc je comprends pas. Je dis pas qu'il faut pas faire ça, il faut pas faire ci, je suis pas là en train de... Mais je comprends pas, je me pose des questions. Voilà, et par rapport au masque, c'est pareil, voilà, on dit que le Covid est en train de se situer sur la sphère pulmonaire, etc. Je sais pas, moi, en général, quand on a des problèmes pulmonaires, etc., on a plus tendance à vouloir amener les gens au grand air, à faire des séances de respiration, etc., être dans un environnement non pollué, que d'être dans un endroit confiné avec un masque sur la figure. Parce que, effectivement, un masque, à un moment donné, forcément, ça empêche de respirer convenablement. Et il n'y a pas la peine de chercher à avoir des preuves scientifiques que quand tu mets un masque dans la bouche, ça t'empêche de respirer convenablement. Enfin, je veux dire, c'est quand même fou. J'ai vu des gens demander des preuves par rapport à ça. C'est quand même assez dingue. Si on peut pas comprendre simplement à un moment donné que forcément on respire moins bien quand tu as quelque chose dans la bouche. Alors oui, effectivement, un masque chirurgical, il laisse passer beaucoup plus d'air qu'un morceau de tissu qu'on aura fait en masque tout seul. Mais à un moment donné, dans tous les cas, moi j'ai utilisé des masques chirurgicaux parce que j'en ai déjà eu entre les mains. Par exemple, quand je travaille je fais de la poussière, etc. Il arrive à un moment donné, tu respires pas aussi bien. Il y a de la condensation qui se passe à l'intérieur, etc. Voilà, je veux dire, et forcément, si tu mets ta main devant la bouche ou quelque chose devant la bouche, il y a moins de molécules d'oxygène qui sont là. Mais à un moment donné, on n'a pas dit que c'est parce que tu mets un masque de la bouche que tu vas favoriser l'hypoxie cellulaire, que tu vas mourir de ton masque devant la bouche. Non, mais juste pour démontrer que peut-être que c'est une incohérence finalement de nous faire porter ça. Alors voilà, je pose la question, je ne suis pas là en train de le dire. Maintenant, c'est à chacun de faire ses propres recherches. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Mais par contre, je vous invite à faire vos propres recherches et vous informer par vous-même. Voilà, parce que ça va être, ça me paraît ce qui est de plus important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de faire vos propres recherches. Et voilà, si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Et je vous remercie vraiment d'avance de tous les partages, de tous les likes, etc. que vous aurez mis sur cette vidéo afin qu'elle puisse être vue par le plus grand nombre et partagée au plus grand nombre possible. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur.